Bonsoir et bienvenue à cette deuxième partie de notre émission. Alors depuis 2001, Washington tente d'entrer en guerre contre la Syrie pour la détruire. Nous reprenons ici notre discussion avec le consultant politique français Thierry Messant qui nous explique les dessous de cette crise. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame. Dans la première émission, nous avons d'abord posé que les États-Unis avaient décidé de lancer une série de guerres dans cette région et que parmi les cibles, ils avaient défini d'attaquer en même temps la Libye et la Syrie. Nous avons également défini que le but de cette opération, c'était de détruire l'État syrien, pas du tout de le coloniser, de s'installer ici, etc. Non, de détruire la Syrie. On a vu ça dans l'émission précédente, oui. De détruire la Syrie, à la fois dans l'intérêt de l'État d'Israël et aussi pour pouvoir piller ce qui pouvait l'être, que les États-Unis avaient une connaissance précise du sous-sol syrien, alors que les Syriens eux-mêmes ignoraient ce qu'il y avait chez eux. Et donc il y a des réserves de gaz gigantesques en Syrie qui justifie très largement l'investissement financier des États-Unis sur un très long terme pour cette guerre. Et puis, nous avons vu que l'opération de 2005, autour de l'assassinat de Rafika Hariri, a échoué puisque la Syrie s'est retirée du Liban et n'est pas entré en confrontation avec les États-Unis, que donc il fallait que les États-Unis se trouvent une nouvelle stratégie pour rentrer en guerre ici. Donc cette nouvelle stratégie, ça va être de sous-traiter la guerre à l'État d'Israël, et ça va nous amener à la guerre de 2006 en fait. Alors Washington a perdu cette fois, mais poursuit quand même son plan. C'est à cette période qu'il tente de créer une opposition libyenne et syrienne qu'il réunit à Londres. Quel était l'impact de ces mesures sur la Syrie d'abord et puis sur les autres pays qui seront impliqués par la suite dans le plan contre la Syrie? Bien sûr, il s'agit de préparer l'alternative quand on va prendre le pouvoir ici. Mais pour comprendre la situation générale, il faut se rendre compte que les États-Unis avaient élaboré une vision de ce que serait cette région une fois qu'ils auraient triomphé, une fois qu'ils auraient terminé tout leur cycle de guerre. Donc, leur problème, c'est comment fait-on pour dominer une région aussi vaste quand on n'est que les États-Unis, parce qu'on n'a pas un personnel immense. Bien sûr, on est très puissant, mais on n'a pas un très grand nombre de soldats pour pouvoir occuper tout le territoire. Et donc là, ils sont retournés à une idée ancienne, et je me souviens d'avoir interviewé Lord Owen, l'ancien ministre des Affaires étrangères britannique à l'époque de la guerre au Kosovo, et il expliquait que le problème des États-Unis, c'est qu'ils pensaient encore qu'ils pouvaient coloniser des États. Mais ils envisageaient de déployer des grandes troupes pour ça. Or, disait-il, le Royaume-Uni est devenu un empire quand elle était capable de gouverner le sous-continent indien avec juste quelques milliers d'hommes. Alors comment fait-on ça? Eh bien, c'est tout simplement, il faut diviser pour régner. Donc ça veut dire que concrètement, il ne doit pas y avoir de grands États qui soient capables de résister à cette puissance, mais uniquement des tout petits. Et il faut savoir jouer entre eux pour que chacun ait des problèmes avec son voisin et ne s'occupe pas de la superstructure, de la manière dont l'empire est géré. Donc cette idée-là, les États-Unis l'ont adoptée progressivement, et si vous voulez, on va voir un reportage qui montre quelle était cette vision générale de la région. Alors la carte régionale vue par l'état-major des États-Unis, états-uniens, on va voir ça.
Les stratèges états-uniens ont progressivement élaboré la carte idéale du Proche-Orient élargi. Leur objectif est de diviser la région en petits États ethniquement homogènes, de sorte qu'ils soient stables au plan antérieur, mais incapables de jouer un rôle à l'extérieur. En 1985, le professeur Bernard Lewis, qui vient de quitter le Conseil de sécurité nationale des États-Unis pour devenir conseiller de l'ambassadeur Benjamin Netanyahou à l'ONU, propose une première carte. Mais il faut attendre le coup d'État du 11 septembre 2001 pour que l'état-major des États-Unis adopte un projet définitif qui ne sera rendu public que début 2006. On observera en premier lieu que le plan concerne toute la région et ne distingue pas entre alliés et adversaires. Aucun grand État ne doit subsister, y compris les alliés saoudiens et turcs, qui seront eux aussi divisés. Deuxièmement, l'État d'Israël ne s'étend que dans le sud actuel du Liban, jusqu'au fleuve Litani, une région qui sera entièrement détruite lors de la guerre de 2006. Du coup, le Liban est repoussé un peu au nord, en empiétant sur le territoire syrien actuel. Concernant la Syrie, elle sera également amputée au nord d'une zone attribuée au nouveau Kurdistan. Il s'agit ni plus ni moins que de redécouper la région, comme lors des accords Sykes-Picot, mais dans l'intérêt d'une seule superpuissance cette fois, l'Empire états-unien. Ce remodélage se fera au prix d'un gigantesque nettoyage ethnique, de déplacement et de massacre des populations. Alors, après avoir vu, qu'est-ce que vous faites comme commentaire? En fait, ça ne suffit pas, parce qu'une fois qu'on a divisé, si on y arrive, qu'on a divisé la région en tout petits États, on a un autre problème, en fait. C'est que pour pouvoir gouverner ça, il va falloir s'adresser à des gens différents dans chaque capitale, ça devient un casse-tête. Donc la solution, c'est d'unifier ces micro-États par des gouvernements qui sont homogènes. Les États-Unis, s'ils veulent gouverner un ensemble très vaste, doivent ne s'adresser qu'à peu de gens. Mais pourtant, comme ils auront divisé la région en tout petits États, il y aurait beaucoup d'interlocuteurs, sauf si tous les interlocuteurs appartiennent à la même confrérie, en l'occurrence les frères musulmans. Et si ceux-ci, à un moment donné, constatant qu'ils gouvernent un ensemble très vaste, voulaient se rebeller contre les États-Unis, ils ne le pourraient pas, parce que nulle part ils n'auraient d'assises populaires suffisantes. Les frères musulmans, le seul endroit où ils ont une vraie assise populaire, c'est en Égypte, et on a pu voir que ça n'a jamais dépassé les 20% en Égypte. Oui, voilà. Ça n'a pas marché d'ailleurs. Ça n'a pas marché. Oui. Mais à ce moment-là, on ne savait pas que ça ne marcherait pas. Oui. Donc les États-Unis ont prévu, dans ce cadre général, de placer dans l'État qu'ils tiennent le mieux dans la région, un État membre de l'OTAN, le seul qui soit membre de l'OTAN, la Turquie, de placer un gouvernement des frères musulmans. Et ça, en fait, c'est en août 2001, ils ont favorisé la création de l'AKP et ils ont amené au pouvoir en 2003 Erdogan comme Premier ministre. Et ça a été très bien fait. Je pense que tout le monde s'est fait berner à ce moment-là, puisque M. Erdogan a dit non, non, j'ai quitté les frères musulmans, je suis pour un État laïque, etc. Il a tenu le discours inverse de la confrérie, et il a paru être un adversaire des États-Unis, puisqu'il a demandé son avis à son Parlement dans la guerre irakienne et que le Parlement a refusé qu'on participe à la guerre en Irak, qu'après il a tenu des propos contre l'État d'Israël, alors que son armée était constamment en exercice commun avec cet État. Mais il a donné l'impression d'être en opposition, et je pense que tout le monde y a cru, jusqu'à l'affaire du Mavi Marmara là, en mer de Méditerranée, où là quand même on a vu que les choses étaient plus compliquées que ce qu'il voulait bien nous dire.
2005, quand on voit l'échec de l'opération Hariri, on décide de faire sortir du bois, de montrer un peu publiquement les frères musulmans. Donc il va y avoir ces réunions dont vous parlez à Londres, autour des réunions de Libyens ou de Syriens autour des frères musulmans. Et puis il va y avoir surtout qu'on va leur donner un moyen d'agir sur l'ensemble du monde arabe à travers Al Jazeera. Donc ça, là encore, personne ne l'a vu quand ça avait lieu, mais en 2005, l'émir du Qatar confie la création d'Al Jazeera en anglais et la refonte d'Al Jazeera en arabe à un groupe de travail, JITRAC, une société particulière, qui est dirigée par Mahmoud Jibril, qui deviendra après le chef de l'opposition en Libye. Et ils prennent M. Kardawi comme conseiller spirituel de la chaîne, etc. On fait rentrer les frères musulmans de partout. En fait, Mahmoud Jibril lui-même est un frère musulman, même s'il le prétend le contraire, comme beaucoup de frères musulmans. C'est une appartenance secrète, mais il n'y a aucun doute là-dessus, après, quand on voit son travail en Libye. Et ils vont commencer à faire apparaître les frères musulmans un peu partout dans l'ensemble du monde arabe, alors que cette confrérie ne représentait plus grand-chose à ce moment-là. En juin 2005 et en octobre 2005, il y a des réunions à Londres autour des frères musulmans. Alors, pour les Libyens, il y a à la fois les Sénoussis et le groupe islamique combattant en Libye, c'est-à-dire Al-Qaïda en Libye. C'est très clair. Donc ils sont présents dans un grand hôtel à Londres, alors qu'officiellement Al-Qaïda c'est l'ennemi public numéro 1, recherché par l'ONU, etc. Non, ils sont installés à une table à Londres, ils donnent des conférences et tout le monde trouve ça normal. Et en octobre 2005, il y a la fameuse déclaration de Damas et puis cette réunion à Londres. Alors ça vaut la peine d'être regardé en détail, parce que quand il y a eu la déclaration de Damas, en fait, le premier jour, il n'y a pas les frères musulmans. Ou plutôt, on ne les voit pas. Il y a 5 signataires, mais il n'y a pas les frères musulmans. C'est quand ils ont signé que les frères musulmans apportent leur soutien à la déclaration de Damas. Et celle-ci, à vrai dire, je pense que à quelques virgules près, tout le monde pourrait la signer, parce que c'est juste une déclaration qui dit, voilà, le pays est bloqué, aujourd'hui le pouvoir est dans trop peu de mains, il faut ouvrir la société et il faut traduire politiquement l'ouverture de la société à travers de nouvelles institutions. Mais en fait, c'est ce que fait Bachar el-Assad. Bon. Donc, cette déclaration de Damas, en fait, c'est juste un prétexte utilisé par les frères musulmans pour avoir une plateforme commune avec une opposition intérieure. Celle-ci s'est faite totalement manipuler dans cette opération. Alors il y a des gens qui avaient signé la déclaration de Damas qui ont été arrêtés après, mais ils n'ont pas été arrêtés parce qu'ils avaient signé cette déclaration. Ils ont été arrêtés à cause de leur lien personnel avec des gens liés aux États-Unis et avec de l'argent de la CIA qui se promenait par là. Alors simultanément, le Qatar devient la base arrière des frères musulmans pour l'ensemble de la région. Alors on doit regarder ça en comprenant qu'est-ce que c'est que le Qatar. Jusque-là, c'est un tout petit émirat qui était dans l'orbite française. Et puis l'émir a été renversé par son propre fils et le nouvel émir a décidé d'exploiter les richesses du pays. Alors que son père disait, oulala, soyons prudents, il ne faut pas aller trop vite, ce qui est important c'est que tout le monde vive en paix dans mon pays. Le nouvel émir dit, lui, on va faire de l'argent, beaucoup d'argent, et il confie l'exploitation de son gaz à une société qui est en fait celle des Rockefeller. Donc, dans la mesure où ce sont les Rockefeller qui développent, qui donnent des moyens au Qatar pour jouer un rôle international, ce rôle international est autant décidé par l'émir de Qatar que par la famille Rockefeller. Et l'émir de Qatar va devenir
non seulement le sponsor des frères musulmans, mais il va devenir aussi l'interlocuteur privilégié de l'État d'Israël via les Rockefeller. C'est enfin, aussi... en mars 2006, oui. L'ancien vice-président syrien, M. Haddam, a créé un parti politique commun avec les frères musulmans à Paris, à Bruxelles c'était, pardon, le Front de Salut National. Donc là, tout d'un coup, c'est très clair. Les États-Unis ont commencé à débaucher des gens dans l'appareil d'État syrien et ils ont réussi à les connecter aux frères musulmans. Alors c'est aussi dans cette période que l'ONU a créé le tribunal spécial pour le Liban. Oui, alors la question de la commission Mélis, là, ça s'était terminé dans un désastre parce qu'on avait découvert que M. Mélis avait probablement lui-même fabriqué une des preuves dans l'histoire des explosifs sur le lieu de l'attentat. C'est lui qui a personnellement relevé de la terre et qu'il a personnellement transmise à un des laboratoires qu'il a expertisé. Il n'y a jamais eu d'autre intervention que sa main personnelle là-dedans. C'est une violation caractéristique de la procédure et il se trouve que le résultat de sa preuve à lui est différent de celui du résultat de la preuve qui a été ramassée par à la fois les Syriens, les Libanais et les gens de l'ONU et qui a été expertisée sous leur contrôle, sous un contrôle conjoint qui n'est pas contestable dans un autre laboratoire. Et d'autre part, il avait monté une accusation contre Bachar el-Assad et aussi contre Émile Laoud, le président libanais. Et il les accusait tous les deux d'avoir commandité le meurtre de Rafik Hariri, mais il se basait sur des témoignages dont on a su par la suite qu'ils étaient faux, que les témoins avaient été rémunérés et qu'ils avaient été rémunérés en pleine connaissance de M. Mélis. Donc celui-ci a démissionné et l'affaire a continué son cours, il y a eu des remplaçants, tout ça, et on a décidé de créer ce tribunal spécial pour le Liban. Donc ça aussi c'est une manœuvre puisque ce n'est pas un tribunal. Un tribunal c'est un organe judiciaire. Et cet organe judiciaire ne peut être désigné que par les représentants du peuple, et si c'est le cas de l'ONU, par l'Assemblée générale. Or, ce tribunal a été désigné par le secrétaire général de l'ONU et par le gouvernement libanais de cette époque, c'est-à-dire deux exécutifs, sans intervention de l'Assemblée générale ou du peuple. Et au Liban, jamais le Parlement libanais n'a ratifié cet accord. Donc, c'est par un abus de langage que cette instance se déclare être un tribunal. Il est financé principalement par les États-Unis et leurs alliés, incluant l'Arabie saoudite, mais ça on peut comprendre dans la mesure où Rafik Hariri avait à la fois la nationalité libanaise et la nationalité saoudienne. Oui, c'est vrai. Alors, on va s'arrêter un peu sur 2006, quand il y a eu l'attaque israélienne contre le Liban. En quoi cela concernait-il la Syrie? Alors, bien sûr, c'est une attaque contre le Liban, mais dans la pratique, c'est une attaque contre les forces du Hezbollah. Et le Hezbollah et ses alliés, puisque, effectivement, Amal, le Parti communiste, le PSNS, beaucoup de partis politiques ont soutenu le Hezbollah, mais seul le Hezbollah avait des armes de manière conséquente. Et l'idée, c'est que la guerre allait continuer jusqu'à ce que le Hezbollah ne soit plus en mesure de résister et que la Syrie soit dans l'obligation d'entrer en guerre. Et à ce moment-là, les États-Unis seraient revenus à la rescousse de l'État d'Israël contre la Syrie, et ça y est, le tour était joué. En fait, ça n'a pas marché comme ça, d'abord parce que c'est une surprise pour absolument la totalité des chancelleries de la planète. C'est le Hezbollah qui a gagné. Ça, c'était tout à fait imprévu, parce que c'était un grand coup pour oui, mais l'armée israélienne, à ce moment-là, est l'armée la plus robotisée du monde. Ils ont des armes
plus sophistiquées que celles de l'armée des États-Unis. Même si ce sont des armes des États-Unis, mais l'armée états-unienne n'est pas capable de s'en équiper, elle les paye pour l'armée israélienne. Simplement, en fait, les Israéliens n'ont pas su se servir de ces armes. C'était tellement compliqué. Et par contre, le Hezbollah a mis au point une technique de combat parfaitement adaptée à résister à une armée classique comme celle-ci, même si elle était très sophistiquée. La Syrie n'est pas intervenue au secours du Hezbollah, mais en fait la Syrie était toujours présente. Et vous savez que Hassan Nasrallah a déclaré en 2012 que plusieurs dirigeants syriens qui ont été assassinés à ce moment-là étaient venus sur le territoire libanais surveiller la manière dont ça se passait et assurer la continuité de l'approvisionnement en armement, notamment le général Hassan Tourkmani, qui était le ministre de la Défense ici et qui était présent sur le territoire libanais secrètement en train de veiller à ce que le Liban puisse se défendre à l'agression israélienne. Alors on va voir un reportage et reprendre notre question. Le 12 juillet 2006, le Hezbollah fait prisonnier 2 soldats israéliens, membres d'une unité qui s'était aventurée dans le territoire disputé avec le Liban. Israël, qui attendait une occasion d'attaquer depuis 2 mois, riposte sans attendre en dénonçant l'enlèvement de ces soldats par des terroristes. La supériorité de l'armement israélien est telle qu'aucune chancellerie n'imagine que Tel Aviv puisse perdre cette guerre. Pour Ehud Olmert et George W. Bush, Tsahal va écraser le Hezbollah et contraindre Bachar el-Assad à intervenir. Les États-Unis débarqueront alors et entreront en guerre contre la Syrie. Cependant, contre toute attente, au bout de 33 jours, le Hezbollah et ses alliés libanais parviennent seuls à repousser l'ennemi. La Syrie a fourni une aide permanente en matériel et en renseignements, mais n'a pas engagé son armée. En 33 jours, l'armée israélienne a engagé 30 000 hommes, opéré 8 000 sorties de bombardiers et 1600 sorties d'hélicoptères. Il a tiré 160 000 obus, dont 32 000 à sous-munitions, c'est-à-dire contenant de bombelettes distinctes. Déversé 80 000 tonnes de bombes et utilisé un nombre indéterminé de missiles. De son côté, le Hezbollah n'a pu aligner que 10 000 hommes, n'avait ni aviation ni marine, et n'a pu tirer que 4 000 roquettes, dont seulement une cinquantaine d'une portée de plus de 50 km et 900 en zone urbaine. Selon l'ONU, le Liban a perdu 1187 civils et 105 combattants, 35 soldats réguliers, 62 guérilleros du Hezbollah, 8 du Hamas. 1 million de Libanais ont été déplacés et 15 000 habitations ont été rasées. Toutes les infrastructures civiles importantes, aéroports, ponts, routes, chemins de fer, centrales électriques, stations d'épuration d'eau, usines, ont été endommagées. Le taux de chômage atteint 75% dans certaines régions. Israël a perdu 43 civils et 117 combattants. 300 000 Israéliens ont été déplacés. Plusieurs centaines d'habitations ont été endommagées. Les infrastructures civiles importantes n'ont pas été touchées. La défaite israélienne face à la résistance libanaise est d'abord l'échec de la machine face à l'homme. L'armée israélienne n'est pas parvenue à maîtriser la technologie dont elle disposait, tandis que la résistance libanaise défendait le pays avec une très forte détermination, à la fois nationaliste et spirituelle. La guerre de 2006 marque l'impossibilité pour l'Empire états-unien de mettre en œuvre classiquement son projet de remodélage du Proche-Orient élargi. La guerre de 2006, c'est un bombardement qui n'avait pas eu d'équivalent depuis la guerre du Vietnam. C'est une guerre qui a plus détruit
que la guerre en Irak. Et ça sur un territoire minuscule. Donc il faut comprendre que la Syrie a échappé à ce moment-là à une attaque gigantesque en fait. Cette guerre a détruit quoi? Une partie du Liban ou alors la force du Hezbollah ou alors les infrastructures libanaises ou... Toute la partie sud du Liban, au sud du fleuve Litanie, a été entièrement rasée. Il ne restait rien. Rien. Des villes entières, il ne restait rien. Des tas de cailloux. Tout a été reconstruit depuis, mais en 33 jours, il ne restait rien. Et la population s'est enfuie vers le nord et vers la Syrie, où elle était accueillie massivement. Alors en 2007, la tension se dessert car Donald Rumsfeld est contesté à Washington. La commission Baker-Hamilton, c'est une tentative de la classe dirigeante aux États-Unis pour trouver une sortie d'une crise qu'elle a provoquée elle-même. Et ça va se faire sur le dos de Donald Rumsfeld qui incarne cette politique. C'est dans ce cadre que Nancy Pelosi vient en Syrie, dans la région. Et ça s'est très bien passé parce que l'idée de la commission Baker-Hamilton, c'est en fait on va calmer le jeu dans la région, puis on verra plus tard. Dans la même période, la Libye va négocier largement avec les États-Unis et va décider de libérer ces prisonniers politiques. Mais qui sont-ils? Ces prisonniers politiques, ce sont des membres d'Al-Qaïda qui avaient tenté d'assassiner Muammar el-Kadhafi et de prendre le pouvoir plusieurs fois à l'intérieur du pays. Donc Saïf el-Islam Kadhafi négocie avec Al-Qaïda. On publie ce qu'on appelle les études correctrices, dans lesquelles on dit oui, on s'est trompé, on ne peut pas mener le djihad contre à l'intérieur d'autres États musulmans, etc. Et Abdelhakim Bellaj, le chef d'Al-Qaïda en Libye, est libéré et va se réfugier au Qatar. Bien sûr, au Qatar. En même temps, les États-Unis commencent à financer l'opposition ici en Syrie. Donc le département d'État verse 6,3 millions de dollars à une association californienne qui elle-même reverse cet argent, ça ne vient pas du département d'État, mais en fait ça en vient, reverse cet argent à Barana TV et à d'autres groupes. Donc on commence à constituer des médias prétendument contestant la politique syrienne, mais en fait qui sont conçus pour renverser l'État syrien et détruire le pays, pas du tout pour changer le gouvernement. Alors pourquoi établissez-vous ce parallèle entre la Libye et la Syrie? D'abord parce que les États-Unis avaient décidé d'attaquer ces deux États en même temps. C'était pour eux le moyen de démontrer qu'on ne peut pas leur résister d'une manière générale, puisque s'ils peuvent attaquer deux endroits en même temps, il n'y a pas un endroit précis qui puisse leur résister. En fait, la Libye avait décidé de négocier quand la Syrie avait décidé de résister. Parce que Muammar el-Kadhafi pensait que la décision d'attaque des États-Unis c'était en réaction à sa politique à lui. Il n'avait pas conscience des vrais mobiles des États-Unis, qui étaient d'une part les ressources naturelles de son pays, et d'autre part l'installation d'une base militaire en Libye pour pouvoir dominer l'ensemble du continent africain. Donc ça, il ne pensait pas que c'était ça l'objectif réel de la guerre. Donc il a commencé à négocier et il a tout accepté, absolument tout. C'est-à-dire qu'il a détruit lui-même ce qu'il avait construit, puisque il a accepté de libérer des prisonniers politiques que
les Européens ne libéreraient pas. Il y a des prisonniers comme ça en Europe, ils ne sont pas libérés. Oui, c'est sûr. Il a accepté de démanteler son programme nucléaire, qui était beaucoup plus avancé que ce que les États-Unis pensaient. Il a accepté d'indemniser les victimes des attentats qu'on attribuait à la Libye. Alors, certains avaient été faits par la Libye, mais pas d'autres. Par exemple, l'attentat de Lockerbie, il a toujours dit que ce n'était pas lui, et aujourd'hui, l'enquête en Écosse montre que, effectivement, ce n'est pas du tout la Libye qui est derrière cet attentat. Mais pourtant, il a indemnisé chacune des victimes. Il a accepté d'ouvrir son pays aux multinationales états-uniennes, alors que dans le livre vert, il développe des conceptions économiques complètement différentes. Et quand il a ouvert son économie, il a accepté qu'il y ait un ministère du développement national, en fait, qui soit confié à un Libyen choisi par les États-Unis pour servir d'interface, qui est Mahmoud Jibril, dont je parlais tout à l'heure, qui a réorganisé Al Jazeera et qui est un membre des Frères musulmans. Donc, de son côté, Bachar el-Assad a dit, écoutez, si vous voulez discuter, on discute, mais nos positions politiques, c'est nous qui les définissons, c'est pas vous. La comparaison entre les deux États nous montre qui avait raison et qui avait tort. Bon, aujourd'hui, la Libye a été malheureusement entièrement détruite, et dans des conditions terribles. Vous savez qu'il y a eu, là je cite les chiffres internes de la Croix-Rouge. Donc d'après les documents internes de la Croix-Rouge, il y a eu 160 000 morts dans cette guerre en Libye. Dans un pays où il y avait 6 millions d'habitants, pas de citoyens, d'habitants au départ, et où aujourd'hui il n'y a plus que 2 millions d'habitants, puisque tout le monde a fui le pays. C'était un tel désastre. Bon. Donc vous imaginez proportionnellement ce que ça représenterait pour la Syrie si elle était traitée comme la Libye. Les États-Unis ont décidé, après l'échec de la guerre au Liban, puis l'échec qui avait précédé de l'assassinat de Rafik Hariri, ont décidé de sous-traiter une nouvelle guerre, mais cette fois-ci au Royaume-Uni et à la France. Alors on va écouter un peu comment Madame Hillary Clinton confie au Royaume-Uni et à la France le soin d'attaquer la Libye et la Syrie. En 2010, la secrétaire d'État Hillary Clinton confie au Royaume-Uni et à la France le soin d'attaquer la Libye et la Syrie. Les deux États vont décider de mettre en commun leurs forces d'intervention et signent à cet effet le traité de Lancaster House le 2 novembre. Une annexe précise que les troupes concernées seront mobilisées pour un vaste exercice commun, Southern Mistral, du 21 au 25 mars 2011. De la sorte, les troupes et le matériel seront prêts à leur bout. Alors, quelle fut la réaction de la Syrie à ce traité? Eh bien, la Syrie comme la Libye n'ont pas réagi à ce traité. Tout simplement parce que dans les grands médias, on présentait ça uniquement comme une volonté de mettre en commun des forces, mais on n'expliquait pas à quoi allaient servir ces forces. Pourtant, on disait il suffit de regarder l'annexe du document pour comprendre que quelque chose de très grave se prépare et qu'on va passer à l'attaque. Mais la préparation de la guerre se faisait de manière clandestine, mais néanmoins avec plein de gens qui étaient au courant. Roland Dumas, l'ancien ministre des Affaires étrangères français, a témoigné qu'il avait été personnellement sollicité pour participer à la préparation de cette guerre, à la fois contre la Libye et contre la Syrie. Mais lui, il avait été spécialement sollicité pour la guerre contre la Syrie. Donc, si vous voulez écouter ce document. On va écouter Roland Dumas, ce qu'il a dit à l'époque. J'étais donc à Londres il y a à peu près 2 ans et demi pour des affaires purement civiles et commerciales. Oui. Et je me trouvais dans un ensemble de gens responsables de politique internationale, parmi lesquels se trouvaient mes interlocuteurs. Et l'un d'eux, nous avons eu plusieurs rencontres, déjeuners,
dîner, mais est venu me dire, écoutez, nous serions intéressés par savoir ce que vous pensez de ce qui va se passer en Syrie. J'ai écouté volontiers, et je me suis retrouvé le lendemain avec un aéropage de pas plus de 5-6 personnes, mais les gens vraiment formés, intéressés, qui m'ont exposé que se préparait une offensive sur la Syrie pour changer le gouvernement. Alors il y avait là des militaires syriens en exil, et il y avait là des Anglais, un Américain qui était un peu comme ça, passe-partout, mais il faut se méfier des Américains. Ils sont très forts. Et toute l'interrogation, c'était pas simplement de me mettre au courant de ce qui allait se produire, et ce qui s'est produit effectivement, dont j'ai mesuré, je dois dire, la réalité quelques mois après. Parce que sur place, je me suis dit, pourquoi il me parle de ça? La Syrie était calme, et j'ai compris que l'interrogation était, est-ce que si on vous présentait sur ce problème, vous prendriez une position? Je leur ai fait remarquer que je n'étais plus aux affaires, Quai d'Orsay, que j'avais des successeurs depuis, et que c'était à eux de définir la politique de la France, qui était, faut dire, une réponse de Normand. Bon. Et je suis resté comme ça 2 jours, mais perplexe, en me demandant, mais pourquoi m'interroge-t-il? Et j'ai compris par la suite, quand j'ai vu se développer ça, la personne qui avait fait la petite réunion était venue me voir ensuite à Paris, bon, puis ça n'a pas donné de suite. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça m'a mis en éveil pour toute la suite des événements. C'est-à-dire que ça a pris du relief pour moi quand j'ai vu se développer les choses. Je n'y pensais pas du tout le jour où on m'a fait cette proposition d'intervenir dans ce contexte. Commentaire vous pouvez faire sur ce qu'on vient d'écouter? Ça c'est pour la question syrienne, mais on a d'autres témoignages sur la question libyenne, et que en plus pour la Libye, il y a eu la trahison du chef du protocole libyen qui s'est enfui, s'est installé à Paris avec toutes sortes d'avantages, et qui prétendait donner à la France et au Royaume-Uni des informations de l'intérieur de l'État, qui en fait se sont avérées partiellement fausses. Il avait beaucoup exagéré ce qu'il prétendait savoir. Pour la Syrie, on a compris que peut-être c'est par là que le coup allait venir, mais ça n'était pas sûr. Et si le coup allait venir de cet endroit-là, apparemment, ça devait être une guerre classique. Donc, le président Bachar el-Assad a dit, vous vous préparez à une guerre de 5 ans contre des grandes puissances. Il n'a pas pu anticiper la manière dont la guerre allait se passer. Alors, il en a conclu avec la Russie, le Venezuela et l'Iran, mais cela a-t-il servi? D'abord, il a organisé le rapprochement avec la Russie. Donc, il s'est rendu en 25 janvier 2005 là, à Moscou. Il avait commencé à discuter du remboursement de la dette syrienne vis-à-vis de l'Union soviétique, pas vis-à-vis de la Russie. Ça a coûté très très cher à la Syrie de rembourser cette dette, même s'il a été renégocié et échelonné. Mais peut-être les Syriens ne se sont pas rendus compte, quand on leur a dit voilà, vous devez payer ça, que c'est parce que ils ont remboursé, c'est pas tout à fait fini, mais qu'ils ont remboursé cette dette vis-à-vis de la Russie, que celle-ci aujourd'hui est son allié. Donc peut-être on a pensé à ce moment-là que Bachar el-Assad était faible d'aller payer cette dette, alors qu'en réalité il s'est montré extrêmement fort de cette manière. C'est comme ça qu'il a protégé le pays. À chaque fois, il les déçoit. Alors, on va écouter un témoignage du directeur de la Banque centrale de la Syrie, Dr Adib Mayale. بداية عام 2005 ابتدأنا مفاوضات جدية مع روسيا الاتحادية لكي نسوي دين طال عمره ودام سنوات عديدة، واختلطت فيه الأوراق واختلط فيه أنواع الديون، ديون عسكرية أو ديون مدنية أو غيرها، وتم الاتفاق على تسديد مبالغ نصف سنوية بالقطع الأجنبي وبعض المبالغ بالليرة السورية. لذلك تم تسوية هذه الديون، وفي
في نهاية عام 2014 ينتهي تسديد الدين الروسي كاملا. في هذا المجال يجب أن نشير إلى أن سوريا خلال هذه الأزمة منذ أكثر من 2.5 سنين ما زالت تسدد كافة أقساط الديون المترتبة عليها لروسيا أو لغير روسيا، لكل الدول ما زلنا نسدد أقساط الدين بالرغم من الأزمة التي ألقت بظلالها الثقيلة على موازنتنا وعلى القطاع الأجنبي وعلى إمكانياتنا المادية، ولكن ما زلنا نسدد كافة أقساط الدين حتى للدول المعادية لنا لكي لا نصبح دولة في مجال الديون متخلفة عن السداد. وهذا طبعا هو تمهيد لما بعد انتهاء الأزمة لكي نكون في وضع قانوني في موضوع الديون الخارجية. Alors, qu'est-ce que vous pouvez ajouter sur ce qu'a dit M. Mayari? En fait, la Syrie a fait des propositions très très avancées à la Russie, notamment la Syrie avait proposé à la Russie d'étendre ses installations portuaires à Tartous et même de lui donner une grande surface de côte. Mais à l'époque, la Russie a refusé parce qu'elle n'avait pas de flotte en Méditerranée. Elle n'en avait plus depuis la disparition de l'Union soviétique. Il lui fallait d'abord reconstruire toute son armée avant de pouvoir envisager, trouver un intérêt à élargir le port de Tartous. Alors maintenant, ça devient le cas, mais maintenant seulement. Что касается такого невнимательного отношения России 2000-х годов к своим союзникам, и то, что Россия не проявляла большого внимания к порту Тартус, просто военные патриоты, они поддерживали его в таком рабочем состоянии, а политические верхи, они внимания не проявляли. Причина состояла в том, что российское руководство, начиная с Бориса Ельцина, свою безопасность связывала непосредственно с сотрудничеством, тесным сотрудничеством с Соединенными Штатами Америки, с Европой, с НАТО. Считали, что если мы будем дружить с ними, сотрудничать, значит угроз нашей безопасности не будет. Это была глупая позиция, но она была записана даже в первой доктрине военной доктрине Российской Федерации. Сегодня пришло, наконец-то, осознание того, что Запад никогда в истории другом России не был, что Запад всегда стремился ослабить Россию, оторвать ее союзников и затем уничтожить Россию. Мы дружили с Европой еще в XVIII веке, и французский язык сделали почти государственным, но получили Наполеона. Мы пытались дружить и в начале XX века с Западом, дружили с Россией, полезли в войну, мировую войну, где российских интересов практически не было, получили революцию и получили план раздела России. И точно так же получили Гитлера, и все эти основные угрозы и беды для России приходили прежде всего с Запада. И вот сегодня, наконец-то, через четверть века, начиная с Горбачева, политическое руководство страны осознало, что Запад нам не друг, Запад это противник. И сегодня Россия возвращается к своим искренним друзьям, к своим историческим союзникам. И поддержка Сирии против агрессии Запада, опять же, демократического, в кавычках, Запада, это есть осознание своей исторической роли, исторической миссии и понимание, кто есть друзья. И, конечно, порт Тартус станет сегодня и в будущем главным пунктом базирования
и захода российских военных кораблей. Так будет. Après avoir négocié avec la Russie, le président El-Assad s'est tourné vers le Venezuela. Donc ça, c'est à la fois quelque chose de tout à fait réussi, mais dont la Syrie n'a pas tiré tout le profit qu'elle aurait pu tirer. Le président Assad et le président Chavez étaient extrêmement étroits, et personnellement étroits. Et vous savez que Hugo Chavez a déclaré plusieurs fois que selon lui, le plus grand révolutionnaire dans le monde après Fidel Castro, qui était son maître, c'était Bachar el-Assad. Alors, ça peut paraître complètement incroyable, puisque ici en Syrie, on ne considère pas Bachar el-Assad comme un révolutionnaire. Mais Hugo Chavez le considérait comme tel. Et lorsque Hugo Chavez a écrit son plan quinquennal, le dernier qu'il ait rédigé, il a écrit de sa main lui-même, voilà, c'est le plan quinquennal. Il a une partie qui est réservée à la politique étrangère. Et dans cette partie, il dit, premier objectif de politique étrangère, nous allons faire l'union de l'Amérique latine et des Caraïbes. Deuxième objectif, nous devons lier des relations particulières avec 4 États, qui sont l'Iran, d'Ahmadinejad, la Syrie, de Bachar el-Assad, la Biélorussie, de Loukachenko, et la Russie, de Poutine. Alors, qu'est-ce que ça vient faire? Pourquoi est-ce que le deuxième objectif en politique étrangère du Venezuela, ça va être d'aller nouer des liens avec la Syrie à l'autre bout du monde? Et là, il explique que, en fait, il s'agit de consolider l'alliance politique intégrale et en développement des États réellement anti-impérialistes. Et pour lui, ce sont ces 4 États qui sont réellement impérialistes et aucun autre dans le monde n'est réellement anti-impérialiste. Donc il donne instruction à la totalité des administrations au Venezuela de prévoir un programme avec la Syrie. Et certaines l'ont fait, mais en fait les homologues syriens n'ont pas compris que voilà, la porte était ouverte, qu'ils pouvaient exploiter ça, et que le Venezuela, c'est un pays très riche. Ils pouvaient vraiment faire des choses. Donc ça a été fait dans certains domaines, mais malheureusement pas dans tous. Et ça peut encore être fait avec le Venezuela. Alors ceci dit, tout le monde se souvient que à l'hiver 2012, quand on grelottait, c'était du pétrole du Venezuela qui est venu chauffer la Syrie. Mais oui, il y avait beaucoup d'autres possibilités qui n'ont pas été utilisées. C'est un peu le problème de la Syrie, c'est que le gouvernement, le président Bachar el-Assad décide des choses, mais l'administration est très lente à réagir quand elle réagit. Le troisième allié, ça a été l'Iran d'Ahmadinejad. Non. Là aussi, c'était relativement facile entre le président Ahmadinejad et le président Bachar el-Assad, puisqu'ils avaient le même objectif anti-impérialiste. Ça s'est traduit par une alliance militaire qui a effectivement été honorée pendant la guerre qui a suivi. Mais cette alliance a été nouée avec l'Iran d'Ahmadinejad. Elle est poursuivie par son successeur Cheikh Rouhani. Donc nous arrivons là à la fin 2010. Ça va être aussi la fin de notre émission. Oui. Mais il est important de se rendre compte que tous les protagonistes sont prêts à agir, sauf la Libye, qui croit qu'elle va échapper à la guerre grâce à la négociation qu'elle mène avec les États-Unis. Cependant, du côté syrien, il y a plusieurs incertitudes. D'abord, la Syrie ne sait pas vraiment pourquoi les États-Unis ont décidé cette guerre. Bien sûr, il y a la question israélienne, mais on sait qu'il y a d'autres choses et on ne sait pas quoi. Deuxièmement, la Syrie ignore le degré d'alliance
entre l'OTAN et le Conseil de coopération du Golfe. Alors la Syrie, c'est les relations entre les États du Golfe et Israël, mais elle ignore l'état d'intégration en fait du Conseil de coopération du Golfe avec l'OTAN. À ce stade, nous avons montré que Washington avait planifié la réorganisation complète de la région et la destruction simultanée de la Libye et de la Syrie. Depuis 2001, son mobile était à la fois de protéger l'État d'Israël et de confisquer les ressources naturelles. Ne parvenant pas à entrer en guerre avec l'assassinat de Rafik Hariri, Washington a sous-traité les hostilités d'abord à Israël, puis à la France et au Royaume-Uni. Washington voulait diviser les États de la région et les gouverner par l'entremise des frères musulmans. La Syrie a évité par 2 fois la guerre en 2005 et 2006 et s'est préparée à un choc frontal de 5 ans. Dans notre prochaine émission, nous verrons comment la guerre de 2011 a commencé et s'il y a eu vraiment une révolution. Merci et au revoir. Merci beaucoup à vous.